sur notre chaîne YouTube. Merci de nous écouter. Notre chaîne YouTube a un thème, les secrets de l'univers enfin dévoilés. Quel est son objectif? Eh bien, depuis 1995, des certitudes ont été émises. Alors que ce soit l'âge de l'univers, l'homogénéité de la distribution des galaxies ou de la matière à grande échelle. Des énigmes nouvelles se sont greffées, telles que la matière noire et l'énergie noire. Or, suite à des bouleversements qui reposent sur des observations astrophysiques les plus modernes, eh bien, un bon nombre de ces certitudes fondamentales volent en éclats. Alors, en vous dévoilant au fur et à mesure de nos émissions les 7 plus grands secrets de l'univers, selon les travaux de recherche de M. Mario Cosentino, recherche que M. Cosentino mène depuis 25 ans dans les sciences de l'univers, eh bien, vous aurez ainsi, pour les néophytes comme nous, des nouvelles pistes de réflexion. Et pour les spécialistes, les scientifiques, des nouvelles pistes de recherche. Comme cela, il y en aura pour tout le monde. Alors, où nous conduira cette nouvelle réflexion et ces nouvelles pistes de recherche ? Eh bien, vers une vision de l'univers, mais radicalement différente de celle que nous avons actuellement et que vous découvrirez au fur et à mesure de nos émissions. Alors, pour ce faire, eh bien, faisons connaissance avec Monsieur Mario Cosentino. Monsieur Cosentino, bonjour. Bonjour. Et merci. Alors, Merci. vous allez vous présenter à Merci nos à vous. auditeurs. Alors, vous êtes connu sur Facebook, quelques 6000 personnes depuis fin juin 2017. Et sur votre blog également, vous avez publié plus de 150 articles sur les sciences de l'univers, avec quand même quelques 60 000 visites. Ce qui est beaucoup. Alors, vous avez écrit et publié 2 livres à compte d'éditeur. Alors, le premier, on le verra plus tard, Origine et destin de notre univers par une nouvelle cosmologie, publié en 93, et le deuxième, publié en 2001, qui s'intitule Le New Big Bang, qui est une synthèse des modèles d'univers actuels. Alors, nos auditeurs aimeraient sûrement en connaître davantage sur vous. Monsieur Cosentino, qui êtes-vous? Eh bien, c'est avec plaisir que je vais répondre à votre question. Alors, je suis un enseignant en mathématiques et physique. Oui. J'ai une formation donc universitaire en astronomie et astrophysique. Puisqu'on est dans la formation, j'ai également la formation animateur planétarium. Je suis également conseiller scientifique dans une revue Espace et Astrophysique. Et je donne des conférences dans les villes universitaires. D'accord. Loin d'être un néophyte, donc. Spécialiste. Voilà, spécialiste. D'accord. Et 25 ans de cosmologie, qui est une des branches de l'astronomie, eh bien la plus théorique de l'astronomie. Alors, arrêtez-moi si je me trompe, mais je crois que vous ne faites partie d'aucune université ni aucune équipe de recherche. C'est exact. D'accord. Je confirme. Vous pouvez me dire pourquoi? Alors je vais dire pourquoi. Tout simplement parce que dans le cadre de mes recherches en cosmologie, eh bien je préfère être un atome, un électron libre. D'accord. Je ne veux être soumis à un consensus, à aucun dogme. Et pour cela, eh bien, il faut que je sois indépendant D'accord. d'une université ou d'une équipe de recherche. D'accord. Pour que je puisse dire les choses telles que je le ressens, donner des informations, parce que je pars du principe que le public a droit De savoir. aux informations, telles qu'elles sont, Sans rien édulcorer, bien sûr. sans rien édulcorer. D'accord. Je vais présenter vos 2 livres, si vous êtes d'accord. Bien sûr. Le premier, c'est Origine et destin de notre univers par une nouvelle cosmologie. Alors, vous avez publié en 93. Et donc, en tant que spécialiste d'une relation très intime entre le microscope et le macroscope. Oulala. Alors, en tant que spécialiste d'une relation très intime entre le microcosme et le macrocosme, vous avez reçu une invitation, je crois, pour un congrès médical qui a lieu à Tokyo en septembre 2018. C'est bien ça? Tout à fait, tout à fait. Et ce congrès donc porte sur le thème, sur justement les... Je crois que vous avez reçu une invitation pour un congrès médical qui a lieu à Tokyo du 2 au 4 septembre 2018. Tout à fait. Une invitation tout à fait inattendue, mais agréable. Bien sûr. Donc ça m'a fait... c'était tout un honneur pour moi donc, Bien sûr. de voir après 25 ans voilà, qu'il y a des équipes, donc des congrès internationaux qui ont besoin de mes interventions. Et moi, c'est avec plaisir. D'accord. Voilà,
on dit à toute modestie, toujours dans l'intention de servir. D'accord, alors peut-être un petit voyage à Tokyo en prévision. Mhm. Donc le deuxième livre, le New Big Bang, le tome 2, donc en 2001. Alors pourquoi avoir publié 2 livres? Très bonne question. Très bonne question. Alors, le tome 1, il est conçu sous la forme d'une conversation avec M. Pierre Bourges. Oui, Et là, l'éditeur, il m'a précisé, M. Cosentino, pas adéquation, parce que nous avons un lectorat donc, qui sont des astronomes amateurs et curieux, donc pas de formule. Et en plus, si vous pouvez faire ça sous une forme agréable, donc on a pensé à une conversation. C'est-à-dire que M. Pierre Bourges, président de l'Astro Club de France, eh bien, il me pose des questions, comme vous me posez des questions, et je suis très heureux d'y répondre, et je donne des réponses. Comme ça, le lecteur, il n'a pas l'impression de lire un livre, mais de se trouver spectateur d'une conversation. Oui, c'était très agréable, oui. J'ai bien aimé le principe. Et les questions de M. Pierre Bourges, c'est les questions de tout le monde. Effectivement, oui. Voilà, ça c'est donc un ouvrage destiné pour, on va dire, le grand public. Le grand public, bon, c'est l'objectif. Donc, et le deuxième? Alors, le deuxième, je pense que vous le devinez. Ah ben c'est pour les spécialistes. Voilà, on va monter d'un cran, voire même de 2, de 3. Et là, l'éditeur, pas de problème. Donc, c'était le moment de mettre les équations, les démonstrations, les références. Et là, nous avons affaire à un ouvrage qui est pour les étudiants, bien sûr, en sciences de l'univers, pour les enseignants, pour les chercheurs, et voire même beaucoup d'idées pour ceux qui veulent faire des thèses scientifiques. Voilà. Seulement, il faut savoir que c'est un ouvrage de 2001. Et il y en a qui peuvent dire 2001, c'est peut-être le passé. La science ne dévalue jamais. Ces 2 ouvrages sont plus actuels aujourd'hui qu'ils ne l'étaient il y a peut-être une vingtaine d'années. Tout à fait. D'accord. Tout à fait. Voilà, donc avec ces 2 ouvrages, eh bien, celui qui... moi, je conseille, évidemment, hein, c'est qu'on puisse avoir ces 2 ouvrages dans son rayon scientifique. Je vais vous expliquer pourquoi tout à l'heure. Très bien. Alors, Monsieur Cosentino, je vais vous poser la question fondamentale qui, pour notre public, va ouvrir la porte à nos différentes émissions. Alors, voici donc cette question. Qu'est-ce que l'univers? Excellente question. Grande question qu'on se pose depuis des millénaires. Oui. Question fondamentale. Mais alors, les réponses, elles sont plus difficiles que la question. En termes très simples, qu'est-ce que donc l'univers? C'est vous, c'est moi, c'est notre équipe de tournage, c'est cette belle région, c'est cet arbre, cette feuille, ces nuages, la lune, le soleil. Oui, qui me fait de l'œil. Les étoiles. Oui. Les étoiles, l'atome, la molécule, finalement, qu'est-ce que l'univers? C'est tout ce qui nous entoure. D'accord. Tout ce qui nous entoure. Du microcosme au macrocosme. Est-ce que j'ai bien répondu à votre question fondamentale? Alors d'un point de vue général, oui, mais je pense que quand même ça mérite des explications pour notre public. Tout à fait. D'accord? Tout à fait. Donc on y reviendra plus tard, peut-être dans nos émissions? Avec plaisir, Esther. Alors Monsieur Cosentino, est-ce que vous voulez nous présenter, non pas un menu gastronomique, on n'est pas là pour ça, mais plutôt le menu astronomique de nos futures émissions? Avec plaisir. Eh bien, nous avons donc dans ce menu donc, astronomique, cette grande question aussi qu'on se pose, c'est qu'y avait-il avant le Big Bang? Oui. Donc, ce qu'on appelle le pré-Big Bang. Ce qui soulève 2 questions fondamentales. Qu'est-ce que le temps? Est-ce que le temps existait avant le Big Bang ou a-t-il commencé au Big Bang? D'accord. Ceci entraîne la question aussi, qu'est-ce que l'espace? Puisque, l'espace-temps. voilà, puisque maintenant, très bien, on associe l'espace-temps comme étant 2 objets de la physique indissociables. Regardez l'un, c'est regarder l'autre, et vice-versa. Nous avons également la question sur notre système solaire. Est-il chaotique? Est-il bien huilé dans sa mécanique, sa formation? Est-ce qu'il est possible d'avoir une équation simple, précise, qui puisse dire à partir de la distance d'une planète quels sont les rangs et les positions des autres planètes? D'accord.
Donc c'est une formule qu'on cherche depuis 200 ans, mais il faut qu'elle remplisse les conditions draconiennes qui sont la précision, et la simplicité. D'accord. Nous en arrivons à parler du Big Bang, et on va ajouter, mais qu'est-ce que le Big Bang? Quelle énergie et quelle température ont existé à ce moment-là? L'univers, suite à ce Big Bang, est-il encore en expansion? Qu'est-ce que vous entendez par expansion? Alors, on entend par expansion, eh bien, un univers qui commence dans un Big Bang qui est un espace-temps très, très, très petit, plus petit qu'un atome, Oui. mais avec une énergie colossale qui a fait que ce mini-univers, il s'est dilaté. On va dire une sorte d'explosion. Oui. Au départ, la matière est condensée. Bon, nous, on peut dire pour l'instant énergie. Où l'énergie est condensée, cette énergie, elle va s'expandre, elle va se dilater, elle va prendre du volume. D'accord. Alors, on peut s'imaginer, par exemple, mais ça on le verra en détail dans nos émissions, on peut s'imaginer un ballon de baudruche, qui au départ il est ratatiné, Oui. et puis les enfants, qu'est-ce qu'ils aiment? Eh bien, ils aiment... Vous aimez le gonfler, donc forcément... Voilà, Ça et va. ce ballon, il va donc prendre du volume. D'accord. C'est ce qu'on appelle la phase expansive de l'univers. Mais la question est celle-ci, est-ce que l'univers aujourd'hui est encore en expansion? Et là, on réserve à notre public de grandes surprises. D'accord. Toutes basées, ces surprises, sur des observations. Je m'interdis de donner des conclusions si derrière il n'y a pas des équipes de recherche qui observent certaines choses qui deviennent des indices qui nous font poser la question, l'univers est-il vraiment encore en expansion? Et nous avons raison de nous poser aujourd'hui cette question. Elle est tout à fait légitime. Alors qu'il y aurait eu 50 ans en arrière, se poser ce genre de questions serait un petit peu dans le domaine du farfelu. Et aujourd'hui, la question est tout à fait légitime. Alors je reprends la question. Notre univers est-il encore aujourd'hui en expansion? Ce qu'il est supposé, il a été. Il l'a été, bien sûr. Est-ce qu'il est encore en expansion? On va parler bien sûr de la température de Planck, pour ceux qui veulent peut-être en savoir un peu plus. Hein. Alors vous nous expliquerez ce que c'est? Voilà. Que ce mur de Planck? Le mur de Planck. Nous allons parler aussi de l'antimatière. Où est passée l'antimatière? Si on revient encore sur cette notion, pour l'instant, de Big Bang, les lois de la physique autorisent à ce qu'au moment du Big Bang, il y ait une symétrie, comme s'il y avait un miroir, main gauche et main droite. Ça veut dire que rien n'interdit, selon les lois de la physique, qu'au moment du Big Bang, il y a eu un univers de matière et un univers d'antimatière. Et ces deux univers, ils tournent l'un autour de l'autre. Par contre, il ne faut pas qu'ils se touchent. Sinon, on repart en lumière. D'accord. Donc c'est comme s'il y avait un deuxième Big Bang. Donc dès la création du Big Bang, dès la création, j'emploie pour l'instant le mot création, parce que bon, on est bien obligé de parler de quelque chose, enfin on en parlera en détail, parce que qu'est-ce que le vide, etc., etc. Est-ce que le vide, comment on l'interprète? Alors pour l'instant, à partir du moment du Big Bang, il faut se représenter la chose telle qu'elle, qu'il y a la séparation de deux énergies, une énergie négative, une énergie positive, qui vont donner deux univers, matière et univers en antimatière. On s'imagine que l'un est miroir de l'autre. Donc on continue notre donc, menu astronomique. Quelle est la recette de cet univers aujourd'hui? La recette de cet univers. Tout à l'heure, on a parlé des feuilles, des arbres, on a parlé de la Lune, on a parlé de vous, on a parlé de moi. Alors, tout ce qu'on voit autour de nous, là, tout ce qui est ce qu'on appelle la matière visible, la matière lumineuse, eh bien, selon le menu actuel qui compose l'univers, on est à 5%. Alors, en termes plus simples, tout ce qui brille dans le ciel, tout ce qui brille sur Terre, 5% de la masse totale de l'univers. C'est peu. C'est peu. Et si je vous disais que c'est plutôt 1%? C'est encore. Et où est-ce qu'il y a les nébuleuses, et puis il y a de la matière, on sait qu'elle existe, mais qui ne brille pas, Ouais. mais et on l'appelle matière baryonique.
C'est une matière qu'on peut voir dans le laboratoire. D'accord. Donc, on va dire 1%. Parce que c'est la triste réalité dont l'univers n'est pas si lumineux, n'est pas si lumineux que ça. Hein. Ensuite, nous avons ce qu'on appelle la matière noire. Vous en avez parlé en introduction. Oui. Donc, alors la matière noire, eh bien, elle est en proportion de 25%. Et on expliquera au cours de nos émissions qu'est-ce que la matière noire. Et aussi, ça va beaucoup intéresser, bien sûr, le grand public, mais aussi les jeunes chercheurs. On va proposer un candidat très très sérieux à la matière noire. On laisse la question pour les prochaines émissions. Hein. Qu'est-ce que aussi l'énergie noire? Alors elle est à 70%, selon les modèles actuels. Pour résumer, ça nous fait 1% à 5% de lumineux, pour simplifier. 25% de matière noire et 70% d'énergie noire. Alors pourquoi on dit maintenant noir? Mais noir, non pas parce qu'on ne la voit pas, et parce qu'on ne la voit pas non plus, c'est vrai, mais surtout parce qu'on ignore tout. On ignore tout de ce qu'est la matière noire et de ce qu'est l'énergie noire. Et par ignorance, eh bien on dit noir, tout simplement. Mais Monsieur Cosentino, est-ce que les calculs que vous venez de nous dire là, est-ce que les pourcentages de cette recette sont les mêmes que vos calculs? Pas du tout. Ils sont totalement différents. Totalement différents. Des 1%, 25%, 70%. Tout à fait. Alors, dans mon modèle d'univers, pour que mon modèle d'univers soit... Ah, bien sûr, je suis obligé d'anticiper un peu sur les prochaines émissions. Hein. Dans mon modèle d'univers, il y a eu une expansion, il y a un arrêt de l'expansion de l'univers. Pour que notre univers soit aujourd'hui statique, il faut un certain pourcentage précis entre deux forces antagonistes. Alors, dans mon modèle d'univers, on retrouve bien les 5%, mais pour la matière noire, au lieu de 25, c'est 45%. Et bien sûr, pour l'énergie noire, il ne reste plus que 50%. Ce qui fait que les 5% et les 45% qui sont de la matière baryonique attractive vont être compensés par les 50 autres pourcents d'énergie noire qui est répulsive. Donc, avec mon modèle d'univers, on est 50 et 50 au niveau des forces. D'accord. Alors que si on regarde le modèle cosmologique standard, on est à 30% en attractif et 70% en répulsif. Donc c'est normal qu'eux concluent notre univers. Il est en expansion, voire même en expansion accélérée. Alors, évidemment, ceci entraîne une question qui est la conséquence d'un univers statique. Oui. Est-ce que cet univers qui est statique, est-ce qu'il est réellement figé? Pas tout à fait. Pour qu'il conserve encore son état de statique, il faut qu'il tourne. Oui. Et la rotation de l'univers contribue à sa stabilité au niveau statique. D'accord, donc par rotation de l'univers, est-ce que vous voulez dire que notre univers, il tourne comme la Terre autour d'un axe de rotation? Tout à fait. C'est ça? Tout à fait. On peut tout à fait s'imaginer la rotation de notre univers comme étant la rotation de notre globe terrestre. Un axe, une rotation, une durée, une vitesse. Alors, nous allons aborder aussi dans nos émissions une question qui est de plus en plus d'actualité. Notre univers est-il un gigantesque trou noir ou est-il dans un gigantesque trou noir? Est-il lui-même trou noir ou est-il lui-même dans un trou noir? Donc on verra ça aussi. Donc, une question qui est vraiment, vraiment d'actualité et les gens s'intéressent énormément de plus en plus aux trous noirs. D'accord. Aussi bien les mini-trous noirs que les trous noirs donc supermassifs. Hein. La question, existe-t-il une théorie du tout? Ben oui. C'est-à-dire qu'une fois de plus, on essaye de comprendre notre univers, non pas sur un ensemble de théories, mais sur le fait, est-ce qu'il n'existerait pas une seule théorie pour expliquer tout l'univers? Et une théorie qui soit, comme tout à l'heure le système solaire, qui soit simple et précise. La science, elle est toujours à la recherche de la simplicité et de la précision. Et la précision. Parce qu'il est vrai qu'on peut bâtir des univers, mais alors, quand on a affaire à des univers avec des formules extrêmement compliquées qui font appel à la 12e dimension, voire même à la 25e dimension, ben déjà que nous, on a du mal à se représenter 3 et 4 dimensions. Oui. Hein, puisque la 3 et la 4e, c'est le temps. Alors, quand on nous parle de 5, 6, 12, 20 dimensions,
Alors, donc on voudrait des théories et des modèles d'univers qui soient donc simples, on répète, et précises. Hein. Évidemment, qui dit théorie dit tout, dit aussi est-ce que notre univers ne serait pas un gigantesque ordinateur? Nous sommes à l'ère de l'électronique, à l'ère de l'informatique. Eh bien oui, depuis quelques années, de plus en plus de spécialistes tournent vers cette question. Est-ce que notre univers, on peut vraiment le traiter comme un gigantesque ordinateur? Qu'est-ce qu'on veut dire par là? Bien, qui dit ordinateur dit programme. Sans aller dans les détails, qui dit programme dit programmeur. Ce qui nous ramène à la question, alors si et seulement si, notre univers serait un gigantesque ordinateur, donc à ce moment, où est sa mémoire? Où est son programme? Est-ce que son programme ne serait pas caché dans les constantes fondamentales de la physique? Par exemple, la constante de structure fine. Et cette constante-là, on va la détailler dans nos émissions, parce qu'en elle-même, elle recèle une quantité de trésors qui sont fondamentaux. Et l'avantage d'avoir cette constante fondamentale, qui est la constante de structure fine, c'est qu'elle n'a pas d'unité, elle n'a pas de dimension. Alors, on va le dire peut-être plus doucement pour nos auditeurs, c'est la constante de structure fine. Parce qu'on a l'impression que c'est un nom. Oui. Voilà, c'est la constante de structure fine. Et comme je viens de le dire, elle a une importance capitale en physique parce qu'elle n'a pas d'unité. Oui. Elle n'a pas d'unité et on peut la traiter d'une façon particulière. Alors, pour terminer, on ne peut pas éluder la question fondamentale, la question qui déroute la majorité des scientifiques. Y a-t-il une cause première à tout ça? C'est bien beau de parler du Big Bang, de parler d'expansion, de parler de, etc., de parler de est-ce que l'univers est un gigantesque ordinateur. Tout ça, la science peut suivre donc, au fil du temps, au fil de l'espace. Mais qu'y avait-il avant le Big Bang? Cette fameuse question sur le pré-Big Bang. Et là, il faut dire que, eh bien oui, beaucoup de philosophes, beaucoup de mathématiciens, beaucoup de physiciens, très embêtés de répondre à une telle question. Alors nous, dans nos émissions, vous allez y répondre. On va y répondre, sûr et certain. Voilà. Maintenant, avec nos convictions, avec nos idées qu'on va partager avec le public. C'est pour ça qu'on espère que le public, eh bien, interagisse avec nous au fil de nos émissions. On va leur fournir 2 adresses, mon adresse blog et mon adresse email, pour qu'on puisse recevoir les questions du public, pour qu'on puisse les sélectionner autant que possible, donner des réponses. Et on va aborder à la fin, donc y a-t-il une cause première? L'univers et les mathématiques. Dieu est-il mathématicien? On ne peut pas éluder ces questions-là. D'accord. On ne peut pas se cacher, comme on dit, derrière son petit doigt. Hein. Et à partir de tout ça, on va tirer des conclusions, puisque nous avons un menu, c'est vrai, mais un menu qui est quand même, j'essaie de trouver le mot qui convient le mieux, qui est évolutif. Si ça se trouve, dans 15 jours, dans un mois, dans 2 mois, il y a de nouvelles observations, bien sûr capitales, elles seront dans nos émissions. Donc, on part du principe que, cher public, vous avez droit à l'information. Matière à réflexion. Matière à réflexion pour les néophytes et pistes de recherche pour les scientifiques. Pour les chercheurs. D'accord. Alors, voici donc les 2 grands bouleversements de demain, au niveau, bien sûr, cosmologique. Bientôt, je mets demain en guillemets, évidemment, bientôt, il y aura la remise en cause de l'âge de notre univers. L'âge accepté, donc, dans les ouvrages scientifiques, en astronomie, c'est, on va arrondir, 14 milliards d'années. Alors, vu les observations actuelles, les plus modernes, ça cause un problème, cet âge-là. Il est trop court.
Il est trop court dans le sens qu'on observe aujourd'hui de plus en plus loin, donc de plus en plus proche du Big Bang, des structures qu'on ne connaissait pas avant, des structures galactiques, de murailles de galaxies, de filaments qui n'ont pas lieu d'être à cet endroit-là, dans cette tranche de l'univers. Alors, pour résumer, on a des indices très forts que l'univers doit avoir plus que 14 milliards d'années. Alors, selon mon modèle d'univers, du New Big Bang, il aurait au moins 180 milliards d'années. Ça répond à tous les problèmes de structure actuelle de notre univers. Donc l'univers a le temps de former ces structures-là en 180 milliards d'années. Mais ça sera argumenté par les recherches astrophysiques les plus modernes. D'accord. Dans nos émissions, on s'interdit de dire des choses dont, par exemple, on n'a pas de preuves. Alors, soit j'engage ma théorie et je suis dans l'affirmatif. Parce qu'une théorie, qu'est-ce qu'une théorie? On l'expliquera. Qu'est-ce qu'une hypothèse? Ma théorie, elle a un langage. C'est un langage qui est formel. Elle dira si une porte est ouverte ou fermée. Donc on sera dans l'affirmatif. Mais c'est une théorie. Si nous avons maintenant des observations astrophysiques qui viennent confirmer ou infirmer la théorie, le public sera informé par rapport à ça. Deuxième grand bouleversement, eh bien, nous avons aussi de plus en plus d'indices que notre univers, il a été en expansion, il ne l'est plus. Alors, qu'est-ce que vous entendez par expansion? C'est avec plaisir que vous y répondrez à une prochaine émission. Que j'en répondrai à une prochaine émission. Chers auditeurs, merci. Merci de nous avoir suivis pour notre première émission. C'était quelque chose d'agréable puisqu'on a tourné dans un cadre plutôt champêtre dans les régions de la Loire, à Saint-Romain-le-Puy exactement. Donc encore merci de nous avoir suivis. D'autres émissions vont suivre. N'hésitez pas à poser vos questions. Vous avez les liens. Donc surtout, posez vos questions. Monsieur Cosentino y répondra. Et surtout, à chaque fin d'émission, eh bien, nous aurons une question pour les enfants. Et pour la deuxième émission, eh bien, la question sera les couleurs de l'arc-en-ciel. Pourquoi l'arc-en-ciel est-il avec toutes ces belles couleurs? Voilà, merci encore. Et puis, jusqu'à la prochaine émission, gardez bien la tête dans les étoiles. À très bientôt.